Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le procureur de la République de Dakar ordonne une autopsie sur la dépouille du défunt Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal. Une nouvelle donne qui va certainement induire un report de sa levée du corps initialement prévue ce dimanche à 9h à l'hôpital militaire de Ouakam. Oumar Khan alias Reug Reug crée la surprise et arrache le titre de champion du monde du One Championship à Anatoly Malikhin. Un véritable exploit pour le jeune athlète, le premier sénégalais à remporter un titre de champion dans l'organisation du MMA mondial, une victoire qu'il dédie au peuple sénégalais. Suspension des exportations des graines d'arachide, une mesure approuvée par des acteurs de la filière à Louga. Ces opérateurs qui ont fait face à la presse ont toutefois réclamé des mesures d'accompagnement pour soutenir leurs activités commerciales. Et puis en culture, deux événements majeurs à vous présenter dans ce journal. D'abord, ce salon d'exposition destiné à revaloriser l'histoire du Cayor, une initiative d'un petit-fils de l'Adjor. Et ensuite, le cinquantenaire de l'Orchestra Baobab, un groupe mythique qui a fêté son demi-siècle d'existence en présence de ses inconditionnels. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce communiqué de presse du procureur de la République. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a été informé du décès survenu en France de M. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifie que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort. Conformément aux dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et à cet effet, une autopsie ordonnée. Voilà donc un communiqué de presse fait au parquet ce 9 novembre 2024 et signé par le procureur de la République. Allez, sport, Reug Reug est le nouveau champion du monde des poids lourds MMA One Championship. Il a battu dans la nuit de vendredi à samedi le russe Anatoly Malikhin dans un combat épique. Il devient ainsi le premier Africain à réaliser un tel exploit. Un récit de Mamadou Gueye. En Thaïlande. De son vrai nom, Reug Reug est sacré champion du monde des poids lourds One Championship. Le combattant sénégalais a vaincu le russe Anatoly Malikhin dans la nuit du vendredi au samedi en Thaïlande. De son vrai nom, Oumar Khan, Reug Reug s'est imposé dans un combat épique. Le désormais champion en titre, réputé par sa force physique et sa maîtrise technique, a su relever un défi de taille en exploitant chaque faille dans la défense de Malikhin. Dans une confrontation intense de 5 rounds, le Sénégalais a montré des qualités d'endurance inouïes. Il a même réussi à faire chuter son adversaire 2 fois. Et à la fin, c'est lui qui a été déclaré vainqueur par décision des juges. Une victoire historique qui a créé la surprise, car l'ex-champion du monde avec ses 3 ceintures, avec 14 victoires en autant de combats, faisant de Reug Reug l'outsider puisqu'il n'a compté que 7. Reug Reug a toujours été un athlète vigoureux. De par sa prouesse en lutte traditionnelle, il a également fait ses preuves dans la lutte avec frappe en répétant des exploits. Aujourd'hui, il représente le Sénégal à l'échelle mondiale en devenant le premier Africain champion du monde des poids lourds en MMA One Championship. Oumar Khan alias Reug Reug dédie cette victoire au peuple sénégalais. Selon lui, c'est un succès important pour la suite de sa carrière, un succès qui a été obtenu grâce à une dure préparation. Nous l'écoutons au micro de Malik Chandoum. C'est une victoire du Sénégal. Je n'avais qu'à me battre pour remporter le combat pour mes compatriotes. C'était mon devoir et j'ai l'habitude de le faire. J'ai eu beaucoup de succès avec l'équipe nationale, tant aux Jeux de la CEDEAO ou de la francophonie entre autres. Toutefois, ce succès a plus de saveur. Je pouvais me battre 1 heure sans me fatiguer. Je suis resté lucide tout le temps en feintant ses coups et j'en ai donné aussi.
J'ai répété juste ce que j'avais préparé aux entraînements et Dieu m'a donné la victoire. Grâce à ce succès, je suis célèbre dans le monde maintenant. C'est un souvenir impérissable pour moi et toute ma famille, champion du monde. Toutes nos félicitations à Reug, désormais champion du monde en One Championship, donc de la MMA. Nous poursuivons toujours en sport, cette fois-ci avec le comité international olympique qui se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Tête de file de la délégation en visite actuellement à Dakar, Nawal El Moutawakel demande au comité de travailler davantage pour le respect des délais. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Diafaraba. Progrès, mais aussi les exigences liées à l'organisation de cet événement vont continuer à s'intensifier à mesure que la date de la cérémonie d'ouverture approche. Nous avons été informés que les équipes du comité d'organisation local vont s'étoffer, passant de 70 personnes en 2024, c'est-à-dire jusqu'à quelques mois à partir d'aujourd'hui, pour atteindre 332 collaborateurs d'ici l'année 2025, répondant ainsi aux besoins grandissants de l'organisation et plaçant ainsi le comité d'organisation local dans une position de délivrer avec un grand succès ce premier jeu, ce premier événement qui est les Jeux olympiques de la jeunesse sur le sol africain. Le Tour de l'œuf, où nous avons été hier avec sa belle piscine qui sera unique, et le stade Ibamba. Nous avons eu également l'opportunité comme j'ai dit, de les visiter hier après-midi. Et les travaux, on l'a constaté, avancent très bien. Et M. Ibrahima Ouad leur a donné rendez-vous pour passer là-bas pratiquement toutes les semaines pour faire l'état d'avancement des travaux. Et nous nous réjouissons de les inaugurer d'ici fin 2025. Tout comme le village des athlètes à Diamniadio. Sur ce site, un complexe équestre est en cours de construction. On travaille en parfaite symbiose, la main dans la main, pour accélérer ce processus et arriver tout en respectant et le budget et les dates qui ont été mises sur place. Une hausse de 26% des gains qui passent ainsi de 165 à 297 millions de francs CFA. L'accent mis sur la formation des acteurs, les innovations apportées telles que la VAR. Le Comité national de gestion des courses hippiques a présenté ses rapports d'activité financiers lors d'une assemblée générale d'information. Un exercice sous la supervision de la tutelle. Le ministère des Sports satisfait du travail de l'instance en 7 mois. Compte rendu de séance avec Cheikh Sadibou Diarra. 228 chevaux participants, 114 propriétaires, 138 courses au lieu de 100 de la précédente saison, 343,6 millions de francs CFA dépensés. Le CNG des courses hippiques dresse son bilan au cours d'une assemblée générale d'information. Il y a un focus qui est mis en tout cas sur la formation, en tout cas de tous les acteurs, que ce soit les jockeys, les entraîneurs, les commissaires, en tout cas les officiels techniques. Et il y a aussi une coopération, en tout cas internationale, régionale, à développer, parce que nous avons vu effectivement qu'il y a eu des jockeys qui sont allés au Maroc donc pour une formation, etc. Il y a aussi, disons, la revalorisation, disons, des gains. C'est extrêmement important, parce que le constat qui a été fait par rapport à l'année dernière, c'est que l'ensemble des gains qui ont été distribués en 2023 s'élève à plus de 105 millions. Et en 2024, il y a eu plus de 270 millions. Donc il y a eu vraiment, disons, un glissement positif donc de 80%. Au total, 26 journées ont été organisées aux hippodromes seulement de Thiès et de Louga. Un déficit d'infrastructure que l'instance compte combler à l'avenir. S'agissant spécifiquement en tout cas du rapport financier, je pense que là, le rapport a été très exhaustif. D'autant plus que, disons, toutes les rubriques ont été servies. Et tout ce qui touche aux équipements, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle de digitalisation. Et en toute objectivité, il faut remarquer qu'il y a un bond qualitatif. Vraiment, le résultat est très satisfaisant. Il est même quasi exceptionnel. Ça, il faut le reconnaître. En 7 mois d'exercice,
Donc il y a vraiment un satisfecit qu'il faut remarquer donc, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. Installé en janvier dernier, le CNG des courses hippiques, à qui la tutelle a décerné son satisfecit, vise à multiplier les innovations. Après un siège pour l'instance, la VAR, il y aura la photo finish ramenée à 1 mètre et un salon VIP opérationnel lors de la saison 2024-2025. Cher Sadibou Diarra, merci. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur des conducteurs de bus Tata. Ils sont chauffeurs, receveurs et contrôleurs. À Mbour, ils ont exigé davantage de respect de la part de leurs employeurs. Ils ont fait face à la presse. C'était en présence de nos reporters Naïma Tidjan et Mamadou Gueye pour les détails. Ce sont les travailleurs des bus Tata de Mbour. Chauffeurs, receveurs et contrôleurs, tous disent avoir les mêmes inquiétudes. Le manque de respect et de considération de leurs employeurs. Ils ne nous considèrent pas comme étant des personnes. Ils n'ont aucun respect pour nous. Quand on est malade, on se soigne à nos propres frais. Ils se sont réunis à l'arrêt bus devant le marché syndicat qui fait face à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Ibrahim Ndiaye, contrôleur, par ailleurs président de l'association des travailleurs de Aftumbourg, insiste sur les heures de travail jugées très longues pour des salaires indécents. Nous travaillons de 6h du matin à 20h, parfois même 21h, pour des salaires dérisoires. Cher est un chauffeur. Il a été traduit en justice par son employeur. On ne peut pas concevoir de faire porter plainte à quelqu'un dont on a rédigé un règlement qui dit que toute personne qui a fait ce qu'il a fait a une amende à payer. Et pourquoi ne pas entendre le lendemain pour lui faire payer cette amende, mais il ne l'a pas fait. Ces chauffeurs, receveurs et contrôleurs des bus Tata de Mbour disent avoir interpellé toutes les autorités compétentes pour régler ces problèmes dont ils disent faire face. Suspension des exportations de graines d'arachide à Louga. Des acteurs de la filière approuvent cette décision prise par le gouvernement. Cependant, ils demandent à l'État de mettre en place des mesures d'accompagnement pour soutenir davantage leurs activités commerciales. Le reportage est signé Tcharnofal. Avec cet élément, nous n'excluons pas de vous le transmettre lors de nos prochaines interventions. Parlons santé à présent. Rendre gratuit le traitement des cancers masculins, une demande sociale formulée par l'Association sénégalaise d'urologie. L'hormonothérapie coûtant très cher, selon la présidente de la LISCA, il faut à tout prix que ces nouvelles autorités aident les malades dans la prise en charge. Je vous propose d'écouter la présidente de la LISCA. Ses propos sont recueillis par Fatima Touré et Modou Diop. J'adhère à ce plaidoyer parce que je pense que la LISCA, ce n'est pas uniquement le cancer des femmes, c'est tous les cancers, aussi bien les hommes que les enfants que les femmes. Et moi, j'adhère parce que la LISCA prend en compte les hommes qui sont atteints de cancer et nous savons que c'est assez coûteux. Donc le diagnostic, il est coûteux. Il faudra que l'État prenne en compte la prise en charge du cancer. Pour cela, nous avons fait des discussions. Maintenant, il faudrait qu'il le matérialise. La réduction du diagnostic est assez coûteux. Quand un malade doit faire l'IRM, il faut 200 000 à 250 000, un scanner, un bilan sanguin, un dosage hormonal, tout ça, c'est assez coûteux. Ce n'est pas à la bourse d'un homme qui est à la retraite. Déjà, et l'IPRES ne prend pas en compte cette maladie cancéreuse, le cancer de la prostate. Il faudrait que l'État s'engage à rendre gratuit cette hormonothérapie qui est assez coûteuse pour les hommes qui sont déjà à la retraite. Et je fais appel au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de mettre quelques milliards dans la prise en charge des cancers.
À la une de l'actualité politique, ce communiqué qui émane du ministre de l'Éducation nationale et qui fait office de mise au point par rapport à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui associe l'image du ministre de l'Éducation nationale à des propos tenus par un enseignant dans un contexte apparemment de propagande politique. Le ministère tient à rappeler fermement que l'Éducation nationale est une institution neutre. L'école est et doit rester un sanctuaire exclusivement dédié au savoir et la transmission des valeurs de la République. Elle ne saurait en aucun cas être utilisée comme tribune pour des discours partisans. Le ministère s'interroge sur les raisons de l'intégration de l'image de son représentant dans une séquence qui s'éloigne de l'esprit de sa mission éducative. Nous rappelons également aux enseignants et formateurs qu'ils ont le devoir de maintenir une séparation stricte entre leurs engagements personnels et leurs responsabilités professionnelles envers leurs élèves. Cette vidéo, relayée dans un contexte inapproprié, n'engage en aucun cas le ministère de l'Éducation nationale ni les valeurs qu'il prône. Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement indéfectible à garantir un environnement éducatif impartial et libre de toute influence politique. And Sam Djikoyi réitère son engagement à poursuivre le combat pour la criminalisation de l'homosexualité. Face à la presse ce matin, les membres de ce collectif renseignent avoir envoyé des correspondances avec accusés de réception aux différentes coalitions en lice pour les législatives du 17 novembre prochain. Ils attendent de la prochaine législature le vote de cette loi ainsi que les autres propositions de loi contenues dans leur mémorandum. Nous écoutons tout de suite Adam Mambouk, porte-parole et vice-président de And Sam Djikoyi. Il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba et Mohamed Nabidjan. And Sam Djikoyi, à la veille des législatives, a adressé une correspondance à toutes les coalitions et candidats aux législatives du 17 novembre 2024. Et nous avons ici les décharges des coalitions Sam Sekadou, Takoualou, Pastef les Patriotes, Diamang Djering, déchargé le 31 octobre. Bien avant même que certains ne puissent s'adresser à la presse en disant qu'on ne doit pas en samedi. Pourtant, eux, leur propre coalition ont déchargé nos correspondances, les rappelant à leurs engagements, mais aux attentes du peuple pour la criminalisation de l'homosexualité. Mais pas seulement pour la criminalisation de l'homosexualité. Le mémorandum comporte 8 points, dont la veille de ce qui est en train d'agresser notre culture et nos jeunesses et nos valeurs à travers les programmes, les séries et les publicités et les programmes audiovisuels. Et la composition du CNRA, qui n'a aucun membre représentant des valeurs et de la religion. Le Code de la famille, qui comporte 74 articles dénoncés par nos vaillants prédécesseurs et guides religieux. Ceci aussi fait partie des points du mémorandum, mais le rétablissement de la peine de mort. Allez, à présent, allons faire connaissance avec Mamadou Salif Sow, tête de liste nationale du parti Ensemble pour le Sénégal. D'entrepreneur à maire, en passant par président d'un parti politique, Mamadou Salif Sow souhaite maintenant devenir député à l'Assemblée nationale. Il dirige la tête de liste nationale de son parti politique dénommé Ensemble pour le Sénégal. Son objectif, s'attaquer à toutes les lois discriminatoires du pays et à renforcer la liberté de la presse. Boubacar Diassi et Lamine Mondjan nous dresse son portrait. Il est l'un des rares chefs de parti politique au Sénégal ayant décidé d'aller seul à l'assaut de l'Assemblée nationale le 17 novembre 2024, bien sûr à la tête de son parti politique. Je voudrais ce soir aussi m'adresser à vous. Mamadou Salif Sow a pourtant créé son parti politique dénommé Ensemble pour le Sénégal en 2020 seulement. Mais déjà, il a pu avoir des résultats sur le terrain. J'ai participé aux élections locales de 2021-22. J'ai eu 10 mairies au nom de mon parti, de la coalition And Liggéey Suñu Gox. Nous avons eu 600 conseils municipaux et nous avons eu à peu près 100 000 voix à cette élection locale. Mamadou Salif Sow est en effet le maire de la commune de Djalambéré dans le département de Kolda. Il souhaite être un représentant du peuple au soir du 17 novembre prochain pour les raisons suivantes. Je pense que l'Assemblée nationale est une institution extrêmement importante pour le développement du Sénégal. C'est pour cela
Il faut que cette Assemblée nationale soit composée par des hommes et des cadres qui ont la compétence, mais aussi qui ont eu la chance d'exercer des fonctions dans le cadre de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, moi, depuis 3 ans, je suis maire de la commune de Djalambéré. Donc je comprends un peu comment fonctionne un exécutif local. Et cette expérience petite, mais aussi l'expérience professionnelle que nous avons acquise durant notre carrière professionnelle depuis 25 ans, nous pensons que nous avons quelque chose à apporter à l'Assemblée nationale. Mamadou Salif Sow a surtout une priorité. Il souhaite la traduire en actes, le premier d'ailleurs, dès qu'il mettra les pieds à l'hémicycle. C'est une discrimination qui a trop duré au Sénégal. Nous avons constaté que si vous portez certains patronymes, tout de suite vous êtes catégorisé. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays de droit. La Constitution garantit à tous les citoyens les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le patronyme ne signifie rien. Présenter un certificat de nationalité pour obtenir notre carte d'identité nationale ou notre passeport. Nous pensons que c'est une injustice et il faut la supprimer définitivement. Le premier acte législatif que je vais proposer, c'est la loi sur le droit de sol qui va définitivement régler cette question. Mamadou Salif Sow est aussi un défenseur de la liberté de la presse, d'expression, mais surtout d'opinion. Sauf que toutes ces libertés devraient être encadrées selon lui. La démocratie se marie avec la liberté. Vous ne voulez pas vous dire que vous êtes démocrate et vous ne voulez pas de la liberté. La liberté est difficile parce que la liberté prend en compte plusieurs choses. La liberté de la presse, la liberté d'opinion. La presse a un rôle extrêmement à jouer. Mais il s'est ajouté aujourd'hui les réseaux sociaux. Il faut les encadrer, mais il ne faut pas, surtout, bloquer l'opinion. Vous savez, lorsque un peuple est coincé, un peuple n'arrive pas à exprimer ses idées, c'est catastrophique. Avec les lois que nous avons au Sénégal, tu ne peux même pas prononcer un discours contre le président de la République ou le Premier ministre. On te dit atteinte à l'autorité de l'État, à l'exécutif, au président de la République. Nous pensons que ces lois doivent être abrogées définitivement. Mais Mamadou Salif Sow souhaiterait surtout être un député exemplaire si les Sénégalais lui faisaient confiance au soir du 17 novembre 2024. Allez, nous quittons le sud du pays pour le centre, Thilmakambakol, plus précisément. Sur place, le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye veut donner une majorité écrasante à PASTEF le soir du 17 novembre. Il exhorte toutefois le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que son gouvernement à aider Thilmakambakol à mettre en œuvre son programme de développement local. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par nos collaborateurs au cours de ces dernières années et qui ont consacré tout le temps au service des populations. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. Le Cayor regorge de potentialités qui doivent être mises en valeur par ses fils. C'est l'occasion pour nous de vous annoncer la mise en place d'un programme de développement local soutenu par des projets dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la santé et le bien-être des populations, qui seront conduits par d'éminents experts, tous natifs du Cayor. Je lance un appel solennel aux hommes et aux femmes du Cayor à adhérer à ce mouvement qui nous appartient. D'autres rencontres seront tenues pour la mise en place des structures dans chaque commune du terroir. La création de ce mouvement coïncide avec l'arrivée au pouvoir de la coalition Diomaye Président, qui a été plébiscitée par plus de 54% de la population sénégalaise. Cette volonté du peuple doit être respectée par toute entité qui aspire à contribuer au développement du pays et à accompagner le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir la liste PASTEF pour les élections législatives du 17 novembre 2024. À cet effet, j'exhorte tous les responsables, militants et sympathisants à s'investir pleinement
pour une large victoire de la liste PASTEF au soir du 17 novembre 2024. Mohamedou Madana Kane, tête de liste nationale de la coalition Dundulenen, était à Saint-Louis. Il y a été accueilli par les femmes et jeunes de sa coalition. Mohamedou Madana Kane les a encouragés à redoubler d'efforts pour développer Saint-Louis. Il a également promis de revenir dans la zone nord après les législatives, cette fois-ci pour une tournée régionale. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop. Partie de la région de Saint-Louis. Le réaffirmer également notre soutien et notre témoignage de gratitude pour tout ce qu'ils font au regard de la massification de Doundou dans cette partie de la région de Saint-Louis, et leur dire que nous sommes ensemble et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les femmes qui sont ici, soutenir les jeunes et soutenir toute la communauté, et leur donner rendez-vous très prochainement après les élections pour une tournée régionale au cours de laquelle une étape décisive sera réservée à Raou et à notre cellule basée ici. Donc je vous remercie tous pour cet accueil, pour ce soutien et pour votre engagement en notre faveur. Allez, fin de ce chapitre politique, nous passons à la culture avec la revalorisation de l'histoire du Kayor, une initiative de Cheikh Diop, petit-fils de Ngoné Latyr Diop. Cet artiste peintre romancier a présenté des tableaux qui retracent le passage des fils de marabout à Tchilendraman. C'est dans la commune de Niakhenen, lieu sacré où des figures emblématiques ont appris le Coran, un salon d'exposition ouvert au public de Thilmakambakol. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop. Ingénieur en génie biologique et sanitaire habite ici à Thilmakambakol. Kayor des profondeurs, artiste, peintre, romancier, il a du talent. L'expertise de ce petit-fils de Lat Dior Diop Ngoné Latyr accueille tout visiteur de la première édition de l'exposition. Il présente des chefs religieux, figures emblématiques. Le premier tableau que j'ai exposé, c'est le jeune talibé du Dara de Tchilendraman. C'est le Dara, le village fondé par mes ancêtres. Et dans ce Dara, on étudié, par exemple, El Hadji Malick Sy sous le tutorat de Serigne Massila Mané Sylla. D'ailleurs, Paul Marty le mentionne dans un de ses livres. Dans ce Dara aussi, ont étudié beaucoup de fils de Serigne Touba, de Cheikh Ahmadou Bamba. Par exemple, Serigne Bassirou Mbacké a étudié dans ce Dara. Et c'était des Kangfouri, ces marabouts de Tchilendraman. Mon oncle m'a raconté que au moment de partir à l'exil, Cheikh Ahmadou Bamba avait dit qu'il voulait amener avec lui un Coran, c'est-à-dire un Kamil, écrit par 5 Kangfouri, c'est-à-dire 5 savants de même père. Et il a parcouru le Djolof, le Djambour, le Baol. Il a trouvé ces 5 Kangfouri, ces savants, donc à Tchilendraman, qui étaient des enfants ou des petits-fils des enfants de Serigne Toumboulen Mor Yassine Sylla. Quand le cheikh fut rappelé à Dieu, les dignitaires mourides qui étaient à Diourbel avaient décrété que ce Kamil, écrit par les 7 savants, revenait de droit à Serigne Mor Yassine Sylla. Ce natif de Thilmakambakol s'intéresse aussi à l'histoire de Lat Dior Diop. Je parle essentiellement de la culture du Kayor et par moment des batailles de Lat Dior. Normalement, la bataille de Ngolngol, la bataille de Mékhé, etc. Les Sénégalais ont du talent, il suffit d'un petit coup de pouce pour que ces talents éclosent, dit Cheikh Diop. Allez, on termine en musique avec le mythique groupe Orchestra Baobab qui a fêté ce vendredi son anniversaire, son cinquantenaire, devant des fans nostalgiques heureux de revoir leur groupe mythique jouer. Ce cinquantenaire témoigne pour le groupe la durabilité et la constance. Ce reportage signé Alioune Diagne et Alassane Diop. C'est devant cette foule en délire que le groupe Orchestra Baobab a fêté son cinquantenaire qu'ils fêteront tous les ans pour rendre hommage aux disparus du groupe. Une fête du goût de Faboré Cissé qui en est nostalgique. Très content, je suis très content. C'est l'Orchestra Baobab. Nous sommes des nostalgiques de l'histoire. En réalité, nous aimons cet orchestre.
C'est une musique qui nous a bercé depuis tout petit. On a grandi avec et moi personnellement je suis un fan. Et voilà, je suis un nostalgique de l'histoire et voilà. L'orchestre Baobab, c'est hier, c'est aujourd'hui, ça sera demain aussi. Voilà, un Baobab ne meurt jamais. Pour le directeur de l'Institut français, cette forte présence et diversifiée témoigne de la durabilité du groupe, mais également du fait que tout le monde se reconnaît dans cette musique. Cette soirée représente la fidélité à un grand nom de la musique sénégalaise, l'orchestre Baobab, qui en est venu à incarner le Sénégal à force de durabilité et de constance dans une production artistique dans laquelle tout le monde se reconnaît, les jeunes, les vieux, les classes populaires, les élites, tout le monde se retrouve dans l'orchestre Baobab et a une affection pour l'orchestre Baobab, on le voit dans le public ce soir. Un groupe qui a traversé plusieurs époques et a vu passer plusieurs générations. Faboré en est fier. Il salue la longévité et le rôle que le groupe joue dans la culture. Et je suis très fier aussi de voir que, quand même, au Sénégal, on peut, au niveau de la culture, on peut développer ce genre de choses-là, ce genre de concept, avoir un orchestre. Vraiment, depuis plus de 50 ans, nos grands-pères ont joué, nos pères ont joué. Maintenant, ce sont des pères qui jouent. Voilà, il y a Papino qui est là, c'est un ami, vraiment, je suis vraiment fier. Orchestra Baobab est né dans les années 70. Même si certains des pères fondateurs, à l'instar de Bala Sidibé, Charlie Ndiaye ou Rudy Gomis, ont disparu entre-temps, tel un phénix, le groupe renaît de ses cendres. Des jeunes dynamiques ont pris le relais, assurant ainsi la continuité. Merci à Alassane Diop pour ce reportage. Encore une fois, félicitations à Reug, champion du monde MMA One Championship. Excellente suite de programme en notre compagnie. Ne ratez surtout pas un peu plus tard dans la soirée votre émission Fitish Kakata présentée par Yawadje et toute son équipe. Excellente suite de programme en notre compagnie et bonne soirée.